Alors, on remarque qu'il y a différents types d'actes terroristes, pas seulement sur le type d'armement utilisé, mais parfois aussi sur le mode opératoire ou la stratégie plus générale. Il y a des actes qui sont planifiés, où on peut établir une connexion entre ce qui pourrait être un commandement ou un haut commandement et puis les exécutants. Et puis, il y a d'autres cas où cela semble spontané ou isolé. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, par hasard, qu'il faudrait peut-être réfléchir à une typologie différenciée des actes terroristes? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est le terrorisme. On vient d'avoir, il y a quelques jours, cet acte de barbarie à Conflans-Sainte-Honorine qui a remis un petit peu dans l'air du temps le mot terroriste qui sort maintenant un petit peu dans tous les sens. Alors, il faut bien, et c'est vrai qu'il est difficile de distinguer cet attentat des autres attentats qu'il y a eu sur les Champs-Élysées, par exemple, contre des forces de police ou des militaires. Le terrorisme, ça n'est pas une doctrine. Ça, c'est important de le dire. Le terrorisme, c'est une méthode. C'est une méthode qui vise à atteindre des objectifs stratégiques par des actions tactiques. Donc, pour simplifier, on tape jusqu'à ce qu'on obtienne l'objectif qu'on cherchait à atteindre. Et on frappe, ça peut être des coups de couteau, littéralement, ça peut être des bombes, ça peut être toutes sortes de choses, et on peut monter l'intensité, ou augmenter la fréquence, mais c'est toujours le principe, c'est-à-dire qu'on frappe jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on veut. Mais on veut quelque chose, il y a quelque chose au bout du terrorisme. Il n'y a pas d'acte terroriste gratuit. Ça, c'est une illusion. On ne fait pas les choses simplement pour les faire. On ne tue pas pour tuer. Et d'ailleurs, la doctrine puisque début des années, des théoriciens du djihad qui ont écrit, et donc il y a des documents très très clairs et très explicites, très même didactiques, pourrait-on dire, sur cette question, et qui préconisent de ne pas tuer pour rien. C'est important. On ne tue pas pour rien, ce n'est pas le nombre de morts qui compte, c'est la détermination à le faire, et c'est l'objectif dans lequel on le fait. Donc on fait pour obtenir quelque chose. Les attentats qu'il y a eu en 2015, 2016, 2017 en France avaient un objectif très clair, c'était de faire cesser l'intervention française au Moyen-Orient. Et ceci, ça a été expliqué très clairement, de nouveau je n'invente rien du tout, ce sont les vidéos des terroristes eux-mêmes qui l'ont dit. Les terroristes frappaient la population française pour que la population française se retourne contre le gouvernement français et exige de son gouvernement français qu'il se retire du Moyen-Orient. Le modèle de ce type d'approche du terrorisme, c'est en fait ce qui revient systématiquement dans les écrits doctrinaux islamistes, de djihadistes, c'est djihadiste plus que islamiste, c'est le modèle de Madrid. En mars 2004, après l'attentat de la gare de Madrid, il se trouvait qu'il y a eu des élections et à la suite de ces élections, la majorité a changé et la nouvelle majorité au pouvoir a décidé de retirer les militaires le contingent espagnol d'Irak. Ce qui est important ici, ce qui est intéressant d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est que les Espagnols ne se sont pas retirés d'Irak à cause des attentats. Ils se sont retirés de l'Irak parce que la population espagnole était contre cette intervention et que le changement de majorité a fait que la nouvelle majorité a simplement appliqué son programme. Mais en fait, il n'y avait pas de lien avec les attentats.
Le problème, c'est que les islamistes ou les djihadistes, plus exactement, n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Eux, ils ont vu un lien direct entre les attentats et le retrait d'Irak. Et ils ont pris ça comme modèle. Et systématiquement, c'est le modèle qui revient. Ça a été à propos des attentats de Charlie Hebdo, etc. C'est chaque fois l'exemple de Madrid qui est mentionné. Les attentats de Londres en 2005 étaient aussi sur la même logique. Donc, Londres, comme vous le savez, juste avant l'intervention britannique en Irak en 2003, il y a eu les plus grandes manifestations pacifistes de toute l'histoire de la Grande-Bretagne, avec 2 millions de personnes dans les rues de Londres, enfin des trucs monumentaux, qui étaient opposés à l'intervention. Donc les islamistes, ou djihadistes plus exactement, ont vu qu'il y avait un terrain fertile pour influencer l'opinion avec des attentats. Et c'est pour ça que l'exemple de Madrid de 2004 a été repris en 2005. Il n'a pas eu l'effet voulu. D'ailleurs, pratiquement, de nouveau, il y a eu une mauvaise interprétation au départ et les djihadistes sont restés dans cette même logique, ce qui fait qu'ils ont continué dans cette fausse stratégie. De nouveau, eux aussi, ils ont travaillé sur une mauvaise analyse de l'information, exactement comme le font les pays occidentaux. Ils ont travaillé sur une mauvaise analyse de l'information, mais qui les a conduits à appliquer une stratégie inappropriée, parce qu'en fait, elle n'a fait que raidir la détermination occidentale et elle n'a pas eu du tout l'effet escompté, ni en Irak, ni en Syrie. Mais donc voilà, ça c'est le terrorisme, il a cet objectif-là. Maintenant, quand on parle des attentats isolés, organisés, etc., là on parle de tactique, si vous voulez. Ou même d'opération ou d'art opératif en termes militaires. Les théoriciens du djihad ont observé qu'avec le développement des moyens de renseignement modernes, les structures traditionnelles des mouvements de résistance ou des mouvements terroristes, prenez l'exemple de l'IRA en Angleterre ou de l'ETA basque ou d'autres mouvements de révolutionnaires un peu partout dans le monde, notamment à la période marxiste, qui étaient structurés de manière très rigide. Avec des cellules, même la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on a des petits groupes qui sont soigneusement cloisonnés, etc. Mais il y a des groupes de 3 personnes avec de nouveau qui forment des sections, et puis au-dessus, il y a un chef de secteur, etc. etc. Donc, et aujourd'hui, avec les moyens de renseignement modernes, notamment les écoutes téléphoniques, etc., ce genre de structure est détruite très rapidement, enfin d'abord détectée très rapidement et ensuite perturbée, neutralisée, pas nécessairement physiquement, mais peut être neutralisée par des moyens, simplement par des moyens même de perturbation, de communication, tout simplement, de manière assez simple. Et donc, les théoriciens du djihad ont appliqué une stratégie un peu différente, qui est de dire il ne faut plus avoir de grosses structures, mais il faut avoir que des microstructures, qui sont des individus seuls ou des très petits groupes d'individus, 2 ou 3, c'est tout, qui travaillent de manière indépendante. Ils travaillent de manière indépendante en suivant des mots d'ordre qui sont donnés par Internet, par tout ce que vous voulez, mais qui sont simplement des mots d'ordre, point barre. Il n'y a pas de structure logistique, il n'y a pas de structure opérationnelle, de commandement, etc. Chaque petite cellule ou chaque terroriste se débrouille lui-même en quelque sorte et crée lui-même sa structure logistique, par exemple. Quand vous avez même des petits des malfrats, les attentats comme l'attentat du musée juif de Bruxelles, etc. Vous voyez que la chaîne logistique s'arrête très vite parce que finalement, il y a un gars qui lui a vendu un fusil et puis voilà, le gars ne savait même pas à quoi ça servait. Enfin, maintenant, je ne connais pas le détail, mais je veux dire par là, c'est très simple. Le gars achète un fusil et il fait un attentat avec.
point barre. Mais il n'y a pas une organisation terroriste logistique qui vient appuyer des actes terroristes. C'est beaucoup plus morcelé que ça, et donc très facilement, comment dire, on passe vraiment littéralement sous le radar des services de renseignement. Alors, évidemment, après, les experts occidentaux ont essayé de jouer avec les termes sur le loup solitaire, pas loup solitaire, etc. Ça, c'est les djihadistes se moquent un petit peu d'ailleurs de ces querelles de termes, parce qu'en fait, il s'agit bien du même phénomène. Il s'agit simplement de ne pas avoir de tête identifiable et d'avoir simplement des petits groupes qui agissent de manière totalement indépendante, voire même des individus comme l'attentat de Nice, par exemple, qui agissent de manière totalement indépendante. Mais même l'attentat de Nice, par exemple, est un attentat qui a un objectif. Là, il y a des revendications qui, d'ailleurs, expriment cet objectif. C'est pour ça qu'il y a des revendications, d'ailleurs. Ce n'est pas simplement une affaire de gloriole, c'est avant tout de dire pourquoi on le fait, dans quel but. C'est le message politique qui est là-dedans, ou stratégique, pourrait-on dire. Alors, quand on a des attentats tout aussi abjects qu'ils puissent être, et tout aussi ressemblant à des actes terroristes que ça pourrait être, comme par exemple l'affaire de Conflans-Sainte-Honorine, j'ai tendance à dire qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste pour soi, parce qu'il n'y a pas d'objectif derrière. C'est en fait un crime communautariste. Et naturellement, on aime bien utiliser le mot terrorisme parce qu'il a un contenu émotionnel plus fort, il frappe beaucoup plus les imaginations. Alors bon, libre à chacun d'utiliser le terme terroriste pour l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Mais pour le stratège, pour celui qui veut lutter contre le phénomène, on est dans des mécanismes différents. Parce que le terrorisme, comme je vous ai dit, il a un objectif final. Et dans la stratégie de lutte contre le terrorisme, il n'y a pas simplement les affaires policières. Ça, c'est la lutte tactique. C'est d'ailleurs un peu, malheureusement, c'est devenu un peu la spécialité des Occidentaux. Mais on peut lutter contre le terrorisme de manière stratégique, c'est-à-dire en traitant les objectifs du terrorisme. Dans le conflit, dans le crime communautariste, il n'y a pas d'objectif. Donc votre mécanisme de lutte va être différent. On est dans des affaires qui sont beaucoup plus sociétales. Alors il y a des passerelles entre les deux. C'est deux processus qui sont distincts, mais qui se rejoignent, qui se séparent, il y a des synergies, mais c'est deux affaires distinctes. Le communautarisme est une affaire qui est essentiellement de la société, alors que le terrorisme a un objectif politico-stratégique, généralement dans l'affaire de Charlie Hebdo et plutôt des attentats de 2015-2016, on a une motivation stratégique, c'est le retrait des forces. Donc on est dans une perspective stratégique différente. Le problème de Conflans-Sainte-Honorine doit être traité différemment que un attentat qui pourrait sembler semblable. Il y a eu des attentats, par exemple, contre des militaires ou des policiers sur les Champs-Élysées, à Paris, etc., des attentats au couteau aussi par des individus isolés. Là, on est dans un mécanisme terroriste, alors que l'autre, c'est un mécanisme communautariste. Donc, c'est une distinction qui est assez subtile, mais qui demande des réponses stratégiques différentes par nature, et qui implique des acteurs différents, tant au niveau du terrain qu'au niveau de l'implication stratégique, pourrait-on dire.